Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de la vie éternelle. La vie éternelle. Dans le dernier épisode, j'ai parlé un peu du Christ, puis j'ai oublié de mentionner qu'il dit à un moment donné, « Croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. » Donc, c'est une série que je fais sur notre quête de la vie éternelle. Et puis, c'est ça, j'ai fait mon premier épisode, puis ça a bien été, je pense. Je pense que c'est intéressant. Donc, on continue immédiatement. Je vais continuer avec quelque chose d'un peu... on va commencer plus légèrement, question vie éternelle. Donc, voilà, on va y aller avec ça ici. It's moving. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Donc, j'ai décidé de prendre Frankenstein. Pourquoi? Parce que, à l'instar d'Osiris, qui se fait recoudre tous les morceaux, Frankenstein aussi, il se fait recoudre les morceaux. Ensuite, Frankenstein, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ça. On va essayer d'approfondir ça assez rapidement. De un, Victor Frankenstein, le docteur, et non le monstre, le docteur, il allait désacraliser des tombes. Donc, il allait piller des tombes pour trouver des morceaux pour créer sa créature. Donc, créer sa créature, c'est se prendre pour Dieu, hein, effectivement. Et puis, ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est grâce à l'électricité que la créature devient vivante. Pour tous les gens qui sont électrosensibles, en fait, on vit dans un univers électrique, donc il y a une certaine logique. Donner la vie, sans électricité, il n'y a pas de vie. Ça prend un échange ionique entre les cellules, dans la biologie, il y a tout le temps, l'électricité, je veux dire, c'est implicite. C'est implicite. Donc, et puis, bon, OK, on va parler d'un peu de Mary Shelley. Mary Shelley, c'était l'autre, celle qui a écrit Frankenstein. Et puis, elle était contemporaine à Adam Weishaupt. Et puis, non seulement elle était contemporaine à Adam Weishaupt, mais elle vivait à Ingolstadt, en Bavière. Et puis, durant la même période. Et puis, c'est fort probable qu'il y ait eu une influence entre les Illuminés de Bavière vers la fin du 18e siècle et Mary Shelley. Puis, Mary Shelley aussi, elle a côtoyé Lord Byron. Il me semble que c'est Lord Byron qui a écrit les premières histoires de vampires. Donc, encore une fois, exactement à la même période, dans l'histoire, il y a le mythe de Dracula qui apparaît. Et puis, fait, lui aussi, il est enfermé dans une boîte. Donc, il y a plein de parallèles à faire. Et puis, il y a des parallèles, évidemment, à faire avec la franc-maçonnerie. Dracula, évidemment, c'est la vie éternelle. Hein, Puis, il y a... tiens, je vais faire une petite parenthèse aussi avec le livre de Nod. The Book of Nod, c'est une espèce
de récits apocryphes religieux qui racontent l'histoire de Abel et Caïn. Au tout début, là, Abel et Caïn et Seth étaient les enfants de Adam et Ève. C'est drôle, il y avait juste des gars, puis il y avait juste Ève comme fille. Fait que moi, j'ai toujours pensé que Abel ou Caïn ou Seth, c'était un motherfucker, là, tu sais, pour qu'il y ait une descendance nombreuse, là, fait que la Bible, c'est un petit peu, moi, je me fie pas à ce livre-là, là. En fait, si je me fie à ce livre-là, je trouve que c'est un petit peu tordu. Bon, blague à part, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Non. Attends, je vais continuer sur le livre de Nod. Oui, c'est ça. Le livre de Nod, ça raconte le sacrifice de Abel par Caïn. Parce que Caïn, il a de sharp thing. C'est lui qui possède la faucille. Avec la faucille, il s'occupe des plantes. Et puis Abel s'occupe des animaux, alors que Seth s'occupe de la civilisation, de l'être humain. Et puis, Dieu arrive. Dieu, je ne sais pas c'est lequel, par exemple, là, c'est un des dieux. Il arrive, puis là, il dit, tu vas sacrifier ton premier plaisir. Et puis là, Abel, il sacrifie une petite brebis, tu sais, Agnus Dei. Et puis, Caïn, il pogne son frère, il le sac sur l'autel, il se laisse la gorge parce que c'était son premier plaisir, c'était son frère. Donc, Dieu est pas content. Il bannit Caïn dans les territoires de l'Est, quelque chose comme ça. Là. Il me semble qu'il est obligé d'être banni, puis il y a une malédiction comme quoi il va pas supporter la lumière du soleil. Puis, donc, dans le livre de Nod, c'est un peu la genèse du premier vampire. Donc, c'est un peu... Mais ça, c'était pas supposé d'être dans mon émission aujourd'hui. Fait que je sais pas si je vais me rendre jusqu'à là où je voulais me rendre, mais... fait que ça, c'est pour le livre de Nod. Ensuite, il y a une petite parenthèse que j'ai oublié de dire, c'est que Thoth, qui aide Osiris dans l'épisode 1, dont j'ai parlé dans l'épisode 1, Thoth, il y a plusieurs versions, parce que Thoth, c'est Hermès aussi. Thoth, Hermès, puis Hermès Trismégiste. Donc, Trismégiste, ça veut dire 3 fois grand. Tris, puis Mégiste. Mégiste, c'est magistère, donc magistral, c'est grand, ça veut dire grand. Donc, Hermès Trismégiste, selon beaucoup de mystiques et puis de scholars, d'étudiants, d'exégètes, il y a des gens qui croient que c'est la même entité. Et puis, il y a un mythe qui raconte que Thoth était un mortel, et puis grâce à son intellect supérieur, puis sa capacité d'enseigner à l'humain, ça serait comme l'équivalent de Prométhée, puis qu'il aurait transmis l'écriture, la magie, les mathématiques, la géométrie, etc. Et puis que grâce à ses facultés, il serait devenu immortel. Donc, encore l'immortalité dans l'Égypte ancienne. Bon, là, je vais changer un petit peu de sujet. Pas tout à fait, mais on va rester un peu dans le même sujet. Parce que l'immortalité, par exemple, bon, on a parlé de réincarnation déjà dans le premier épisode. On va en reparler encore. Là, je vais vous parler du clonage. Fait que j'ai un truc qui est assez intéressant. On va y aller avec... Ah, faut pas que je clique direct dessus. Faut que je fasse ça ici. Alors,
on va reculer dans le temps parce que j'ai trouvé une source encore plus vieille, plus ancienne. Alors, cette source plus ancienne-là, c'est du clonage. Ça vient de la Mahabharata, OK? Donc, d'un texte qui a 7000 ans. Alors, le roi Dhritarashtra, quelque chose comme ça, et sa femme Gandhari ont eu 100 enfants. En fait, 101 enfants. Ça a peut-être été aussi récupéré pour l'histoire des 101 Dalmatiens. C'est-à-dire qu'elle a eu 100 enfants. 100 enfants? 100 enfants? En tout cas, elle n'a pas vécu sans enfants. Excusez. Tous ces enfants-là, le même jour. Et puis, ils ont été mis dans des genres. Il y a toute une légende dans ça, dans la Mahabharata. Puis c'est du côté des Kauravas, c'est-à-dire que c'est les lunaires. Les Kauravas, on voit ici, Kauravas. C'est les lunaires, c'est-à-dire que dans le Mahabharata, c'est la guerre entre les Pandavas, qui sont les solaires, puis les Kauravas, qui sont lunaires. Et puis, ils sont mis, c'est un embryon, en fait, qui est coupé en 100 morceaux, et puis que chacun de ces morceaux-là est mis dans une espèce de jarre, c'est des jarres en terre cuite, puis ils sont élevés, là, tu sais, ils poussent là, comme ça, tatati, tatata. Puis il y a une des versions que j'ai vues aussi, c'est-tu une des versions ou une autre partie de l'histoire? Excusez, c'est ma mémoire qui fait défaut un peu. Où il y a un des héros. Il y a un des héros qui arrive dans une pièce où il y a 100 genres. C'est des urnes, là, des espèces de... des amphores. Puis, il en ouvre une, puis il sort de ça, en anglais, on dit un lump of flesh, un morceau de chair. Il sort un morceau de chair qui est informe, qui est comme... puis qui ne survit pas. Fait que je sais pas si c'est laquelle la bonne version, je sais pas si c'est une autre partie de la même histoire. J'ai pas lu toute la Mahabharata parce que c'est quand même c'est une bonne job, surtout de comprendre tout ça, là. Mais c'est le texte le plus ancien où on parle de clonage. C'est intéressant. Fait que c'est ça, c'est la princesse, la reine Gandhari, Gandhari. Vous pouvez trouver des vidéos sur sa légende sur YouTube, je pense. J'en avais déjà vu. Ça fait des années que je connais cette histoire-là, mais que j'essaie de retrouver les trucs là, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, ouais. Ben, tu sais, on va aller... bon, on va aller n'importe où. Je vais vous partager une autre image, puis on verra à partir de là. Donc, tiens. Donc, ça, c'est une vidéo. Je vais en mettre juste un extrait. C'est pour vous donner une idée. Ça s'appelle Ectolife, puis c'est Hachem Al-Gaili, qui partage souvent des choses assez étranges. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications.
With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. OK, je pense qu'on va... je pense qu'on va arrêter ça, là. Je l'avais déjà partagé, je trouvais ça un petit peu horripilant. C'est des utérus artificiels. Donc, c'est comme les genres d'il y a 7000 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je trouve assez étrange, en fait, je soupçonne que cette vidéo-là, de Ectolife, soit un hoax, que ça soit juste une animation complètement stupide. En fait, qui n'est pas réelle. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, on va aller voir. Pardon, j'ai le hockey encore une fois. On va aller voir notre ami dans les années 80 qui commençait à être assez enthousiaste par le clonage. Vous allez sûrement le reconnaître, ceux de ma génération. Puis sinon, vous allez connaître son nom, c'est certain. Alors, voilà, c'est ce monsieur ici. Alors, qui s'appelle Claude Vorillon, qui s'appelle aussi Raël. Et puis, il est avec son attaché de presse, là, qui, elle, est un peu zinzin. Et puis, Claude Vorillon, dans les années 80, il avait lancé CloneAid. C'était une espèce de racket pour faire de l'argent. Pour que les gens réservent un clone dès que la technologie serait disponible. Donc, eux, ils ont fait beaucoup de propagande là-dessus. Et puis, ils ont même fait une conférence de presse, puis ils ont été à la télévision, en public. Ça a passé même, je pense, à Radio-Canada à l'époque. Je pense que c'était en 88 ou en 89. Et puis, il était fier de montrer que le clonage humain, on est prêt, on est rendu à ça pour vrai. OK. Je pense que c'est dans les années 90, je pense, mais le hoax en tout cas, je pense que c'est à la fin des années 80, quelque chose comme ça. Donc, puis eux, les Raéliens, eux, ils croient que, Jésus était un extraterrestre, etc., que les dieux étaient des extraterrestres. Puis ça, il a sorti ça avant Zecharia Sitchin et les Anunnaki, puis toutes ces histoires-là. Donc, c'est ça. C'est le trip des Raéliens, là, qui faisaient des orgies aussi, puis etc. Puis, tu sais, c'est une espèce d'attrape-nigo, mais c'est encore pour essayer de dire c'est la vie éternelle, parce que ça va être plus facile de vous réincarner dans votre clone, parce qu'il va avoir la même structure que vous, tu sais, au niveau génétique. Donc, c'était comme une espèce de... C'était l'euphorie, c'était la feria du clonage. Tu sais. Et puis, il y a notre autre ami aussi, que probablement tout le monde connaît aussi, j'espère. Notre autre ami, c'est celle-là ici. Alors, Dolly, le mouton cloné en Angleterre, très célèbre, qui a bouleversé le monde du clonage. C'est c'est l'Institut Roslin. C'est Roslin.
c'est près d'Édimbourg. Edinburgh. Édimbourg. Donc, c'est en Écosse. Et l'Institut Roslin, je ne sais pas si ça a un lien avec la chapelle Roslin, là, parce que c'est encore la quête de l'immortalité ou la quête du clonage. Et puis, donc, la vie de Dolly. Dolly, c'est pas la première. C'est pas la première qui a été clonée. Il y en a eu plusieurs avant. Et puis, sur ce site-là, ici, ça explique qu'elle était partie d'une série d'expérimentations à l'Institut Roslin pour essayer de développer une meilleure méthode pour produire des bestioles modifiées génétiquement. Donc, avant, ils en ont fait plusieurs autres, ils en ont essayé plusieurs, puis il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas très bien fonctionné. Et puis, Dolly, elle a une particularité, elle, c'est qu'elle a été faite à partir des glandes mammaires, des cellules de glandes mammaires. Et puis, c'est pour ça qu'elle s'est fait appeler Dolly, à cause de Dolly Parton. Parce que Dolly Parton, elle a des énormes missiles. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Donc, puis c'est la première bestiole qui a été clonée aussi à partir de des cellules adultes et non des cellules souches. Il y a toutes sortes, il y a toute une histoire assez particulièrement comique là, tu sais, à propos de Dolly. Mais il y a l'aspect triste, c'est qu'elle a été clonée, elle a été créée en 1996, puis elle est morte en 2003. Donc, sa longévité était pas suffisante. Et puis, tiens, on a parlé de clonage, on a parlé de la Mahabharata, on a parlé de Thoth, de Dracula, de Frankenstein. It's alive! It's alive! Il y a une question de... Parce qu'il y a la vie éternelle puis la recherche de longévité. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé Blade Runner, le premier de 1982, puis celui de 2017, là, Blade Runner 2049, je pense. Puis il y en a un autre qui va sortir aussi, c'est Blade Runner 2099. Et puis le titre original de ce roman de Philip K. Dick, c'est Do androids dream of electric sheep? Est-ce que les androïdes rêvent à des moutons électriques? Un peu comme quand on se fait dire, là, ah, tu peux pas t'endormir, ben est-ce que contre les moutons, tu sais, contre les moutons. Donc, dans Blade Runner, il y a des réplicants. Ce sont des êtres synthétiques qui sont indistincts des êtres humains. Donc, on ne peut pas les différencier. Il faut passer un test, là, c'est un espèce de test psychologique. Puis les réplicants, dans le premier Blade Runner, celui de 1984 qui se passe en 2021, dans un monde complètement chamboulé. Les réplicants qui sont là, puis lui, c'est un Blade Runner, donc il doit les annihiler, il doit les retire, les mettre à la retraite. Donc, quand on dit tuer un réplicant, c'est mettre à la retraite. Et puis, finalement, eux autres, ils ont un timer, et puis, ils vivent seulement pendant 4 ans. Puis, c'est des réplicants qui sont révoltés, et puis qui causent du trouble, puis qui
qui ont tué plein de monde sur une base minière en orbite. Là, En tout cas, Blade Runner, je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de science-fiction de Ridley Scott, 1982. Il y a une autre série aussi là-dessus sur les êtres synthétiques. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Humans. C'est assez récent, c'est 2017, je pense. C'est britannique. Humans, c'est une famille qui ont un aide à domicile, qui est un robot, une petite asiatique. Et puis, je ne vous vendrai pas le punch, là. Je suis rendu à 3 saisons, je pense. Puis, il y a beaucoup de débats philosophiques, il y a beaucoup de questions philosophiques, en fait, qui sont soulevées par la présence des synthétiques. Et puis, sauf que dans cette série-là, c'est les droits. Ils comparent les droits humains avec les droits des synthétiques, puis ils veulent se défendre, ils veulent défendre les droits des synthétiques. Donc, c'est directement en lien avec avec Blade Runner. Puis, dernière affaire, ça, je vais en reparler peut-être dans le prochain épisode. Je vais en parler plus, c'est Carbone modifié, ce qui est ça date quand même, là, je pense que c'est aussi 2017. Carbone modifié, c'est une série télé d'action thriller. Puis, c'est un espèce de super policier tueur qui se fait. Ils ont un disque dans la tête, à la base du cerveau. Ils ont une espèce de disque de carbone dans lequel toute leur mémoire est enregistrée. Et puis, ça leur permet de se trouver un autre corps, puis d'avoir la même personnalité, puis d'avoir les mêmes habilités, les mêmes connaissances que dans leur corps précédent. Donc ça, je vais en parler dans le prochain épisode. Alors, merci d'avoir été attentif. C'était La vie éternelle, épisode 2.